Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment poignant. C'est le témoignage du collectif Voix libérée. Ce sont d'anciens petits chanteurs de Touraine. Oui, bonjour. Et ce texte est particulier parce qu'il essaye de tisser ensemble deux fils très différents. Exactement. D'un côté, des souvenirs d'enfance, souvent lumineux, presque idylliques, non ? Et de l'autre, la blessure. La blessure terrible des agressions sexuelles commises par leur chef de chœur, l'abbé Tartu. Il a été condamné en 2024. C'est ça. Et tout l'enjeu du texte, c'est de comprendre comment ces deux réalités coexistent. Des souvenirs magnifiques et un traumatisme profond. On va essayer de décortiquer ça. Et de voir aussi ce que le collectif demande pour l'avenir. Le point de départ, c'est vraiment ce contraste, oui. Une sorte de paradis perdu, des descriptions très chaleureuses, et puis cette ombre terrible de l'abus. Alors, commençons par ces souvenirs, justement. Le texte parle de moments forts, d'une béatitude collective même. Qu'est-ce qui ressort le plus ? Il y a d'abord l'émerveillement, je crois. Les voyages, découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Pour des enfants souvent issus de milieux simples, c'était énorme. Oui, on imagine. Et puis, il y a la fierté. Porter l'aube, chanter devant un public, les applaudissements, c'est très valorisant. La musique elle-même, bien sûr. Le texte mentionne aussi les amitiés fortes, tissées loin de la famille. Ah oui, c'est crucial. Cette vie de groupe, presque en vase clos pendant les tournées, ça crée des liens très forts. Une sorte d'illusion de liberté, comme ils disent. Ils apprenaient aussi l'autonomie, non ? Gérer leurs affaires. Exactement. Tout ça, ça forge une personnalité, ça crée un sentiment d'appartenance très fort. C'était fondateur pour beaucoup. Et au cœur de tout ça, il y avait une confiance immense. Absolument. Une confiance totale, d'abord envers l'encadrement et surtout envers l'abbé Tartu. C'était la figure centrale, charismatique. Une confiance partagée par les familles, j'imagine. Tout à fait. Confier son enfant pour des semaines, parfois des mois, ça repose sur une confiance absolue. Et c'est ça qui rend la découverte des abus si dévastatrice. Le socle s'effondre. Justement, parlons-en. Le texte bascule ensuite. Ces souvenirs prennent un goût amer. Comment est-ce que ça se manifeste ? Le mot qui revient, c'est fracture. Une fracture dans la mémoire. Comment est-ce possible, se demande-t-il, que ces moments si beaux aient pu masquer ou même servir de décor à des actes aussi violents ? C'est terrible comme question. Il parle d'un deuil étrange. Le deuil de l'innocence, bien sûr, mais aussi le deuil de ses souvenirs purs. Il faut tout relire, tout réinterpréter. Ce sourire bienveillant qu'ils évoquent cachait une menace. Ça doit être incroyablement douloureux de revisiter son propre passé comme ça. C'est une charge émotionnelle énorme, oui. Et face à ça, ce qui est fort, c'est que le collectif ne veut pas tout jeter, pas effacer les bons souvenirs. Non, ils veulent les faire cohabiter avec la vérité, c'est ça ? Exactement. Et surtout, ils formulent des exigences très claires pour l'avenir, pour que ça ne se reproduise plus. Quelles sont ces exigences concrètement pour des activités similaires avec des enfants ? Alors, c'est très pragmatique. D'abord, briser l'isolement. Plus jamais un adulte seul avec un groupe d'enfants et surtout pas avec un pouvoir total. Donc plusieurs encadrants. Plusieurs encadrants, formés et jamais seuls avec les enfants. Ensuite, une information claire et transparente pour les familles. Savoir qui encadre, comment, quel est le projet pédagogique précis. Et pour les enfants eux-mêmes ? Des espaces de parole sécurisés. Des endroits où un enfant peut dire si quelque chose ne va pas, s'il se sent mal à l'aise, sans avoir peur. Et être écouté. Une sorte de veille, de possibilité d'alerte ? Voilà. Et enfin, une exigence de contrôle et de transparence de la part des institutions. Que ce soit l'Église ou d'autres associations, il faut des garde-fous institutionnels. On sent bien cette volonté de transformer la blessure en vigilance, comme ils disent. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste une question de règles sur le papier. C'est une transformation plus profonde. Il s'agit de prendre acte de la souffrance, bien sûr, mais surtout de l'utiliser pour construire des systèmes de prévention efficaces. Que ces activités, qui peuvent être si épanouissantes, redeviennent sûres. Que les prochains n'aient que les bons souvenirs, en somme. C'est l'objectif. Protéger les générations futures. C'est une démarche tournée vers l'avenir, malgré la douleur du passé. En conclusion, ce texte des Voix libérées, c'est donc bien plus qu'un simple témoignage. C'est un appel. Un appel puissant, oui, à confronter la mémoire, même idéalisée, à la vérité, même si elle fait mal. Et surtout, un appel à agir pour protéger les enfants. Ça dépasse leur cas personnel, finalement. Tout à fait.
Ce que ça révèle, c'est l'effondrement d'une croyance fondamentale, hein. L'idée que le monde adulte est par défaut bienveillant et protecteur. Et ça pose une question immense pour toutes les institutions qui accueillent des jeunes. Exactement. Comment on fait pour reconstruire cette confiance essentielle? Pas en faisant semblant que rien ne s'est passé, mais en tirant vraiment les leçons des failles passées. Pour bâtir des systèmes où, structurellement, de telles trahisons ne soient plus possibles. C'est un sacré défi. Un sacré défi, oui. Pour la société dans son ensemble, en fait. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.